On parle bien sûr, hein, Dr Yantimba, cette, euh, de cette conférence de presse qu'a donnée le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le 1er décembre dernier, où il a souligné qu'il était impossible de revoir ou alors d'arranger les relations avec l'Occident en matière de sécurité. Quelle implication géopolitique de cette sortie-là? Pour nous, les Africains, je présume. Bien sûr, pour l'Afrique. Bah, écoutez, je pense que s'il y a une chose qui gêne beaucoup d'Africains en ce moment, c'est le fait qu'on ne sente pas du tout la gestion d'une opportunité extraordinaire, d'une opportunité historique extraordinaire. Il y a une fenêtre d'opportunité qui est là, mais on a l'impression que les hommes qu'il faut ne sont pas au pouvoir en Afrique. Si vous observez notre société, sur le plan économique, sur le plan intellectuel, vous avez le sentiment que ça bouge. Vous avez l'impression sur le plan culturel même que ça bouge davantage. Il y a une sorte d'effort de restauration de nos cultures, de notre mode de vie traditionnel. Il y a une sorte d'appel au retour à nos traditions alimentaires, à notre manière de faire et de dire. Il y a également sur le plan intellectuel un effort sérieux qui est fait pour nous accaparer finalement de notre passé, de le réinterpréter et de l'adapter à notre monde d'aujourd'hui. Et je crois que Nusere Kalala Omotunde est l'un de ceux qui faisaient parfaitement ce travail à la suite de ces aînés qui sont encore là, comme les Théophile Obenga ou les Mbok Basson, Mbok Basson, etc. Donc, ces gens-là font un travail extraordinaire. Et malheureusement, sur le plan politique, la fenêtre d'opportunité qui devrait permettre à l'Afrique de profiter de cette réorganisation de l'humanité, malheureusement, nous ne la saisissons pas. Donc, pour l'Afrique, le fait que l'Europe ait besoin aujourd'hui de se réorganiser, de se refaire pour s'adapter au nouveau monde vers lequel nous nous dirigeons ou qui se construit sous nos yeux, eh bien, indique pour le ministre Lavrov, et contrairement à ce que peut-être d'autres auraient entendu, indique clairement que ce besoin de re-engineering est urgent pour l'Europe. En fait, il s'agit pour les Européens de sortir de leur logiciel ancien où ils pensaient qu'ils sont le centre du monde et que le reste de l'humanité, c'est la périphérie, et qu'ils avaient réussi, à partir de 1990, le pronostic de Francis Fukuyama à la fin de l'histoire et le dernier homme, et donc de pouvoir en fait retrouver, si vous voulez, la place hégémonique qui faisait de l'Occident le seul monde civilisé, le centre du monde, avec l'hyperpuissance américaine autour de laquelle graviterait un certain nombre de vassaux occidentaux et avec à la périphérie le reste du monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le centre du monde n'est plus là-bas. Le centre du monde, clairement, c'est la Chine, avec les prédictions de 30 000 milliards de dollars de PIB cette année. Les États-Unis à la traîne avec 25 000 et l'Union européenne avec 19 000 milliards de dollars. Même si, dans tout ça, malheureusement, vous allez constater que l'Afrique, qui va représenter peut-être 30-35% des exportations mondiales de matières premières, ne va pas pouvoir toucher les 30 000 milliards de dollars qu'elle aurait dû recevoir, pour on ne sait quelle raison, mais il faut que nous puissions donc profiter de ce moment pour être sûr de capter ces revenus-là, par exemple, en nous orientant soit vers un État continental avec une monnaie unique dans laquelle on nous paiera nos matières premières, ou alors en adoptant une monnaie que personne ne contrôle, qui est par exemple le Bitcoin. Donc, pour une dernière phrase, il faut dire que beaucoup ne comprennent pas ce qui est en jeu et ne comprennent donc pas, et comme ils n'ont pas vu le monde changer, ils croient que les propos de Lavrov sont des propos de guerre, des propos d'appel à la guerre ou des propos qui vont dans le sens de soutenir un conflit mondial qui risque d'exploser à tout moment. Croyez-moi, il y a un risque énorme d'une vaste conflagration internationale d'ici 2025-2030. Non, les propos de Lavrov, c'est de dire, si nous continuons dans le système ancien,
dominé par les Occidentaux pendant le XXe siècle, le monde ne peut pas suivre. Il est impossible aujourd'hui que tout le monde vive comme un Européen. Si vous imaginez que vous prenez 1,5 milliard d'Africains, vous multipliez la consommation d'eau par 30, la consommation d'électricité par 20 à 25, mais où est-ce qu'on trouvera toutes ces ressources-là? Et il faut donc que l'Europe refasse totalement son mode de vie. C'est très compliqué pour des gens qui ont toujours vécu au-dessus de leurs moyens depuis 6 siècles. La traite négrière, la colonisation, le néocolonialisme aujourd'hui, et grâce au capitalisme, etc. C'est très difficile, mais il va falloir qu'il s'y fasse parce que aujourd'hui, nous sommes à une consommation d'environ 1,8 terres par an. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faudrait l'équivalent de 1,8 fois la terre actuelle pour satisfaire les besoins de tout le monde selon le modèle occidental. On ne peut pas se permettre ça. On trouvera une autre terre où? Sauf que l'idée occidentale, c'est une colonisation permanente. Et donc, pour eux, la question ne se pose pas de comment on va préserver la Terre. On va commencer à penser qu'il faut aller coloniser Mars, qu'il faut trouver la jumelle de la Terre. Donc, vous détruisez ici pour aller chercher autre chose que vous allez encore détruire. C'est quel genre de civilisation, c'est quel mode de vie? Et vous voyez qu'ils étaient à l'Égypte, à Sharm el-Sheikh, en vacances. Il n'en est rien sorti de concret. Donc, en fait, il faudrait qu'ils écoutent Lavrov. Ce sont des paroles de paix. Et il faut les comprendre selon un logiciel nouveau qui nous permet de nous projeter vers un monde de paix et un monde de justice. Merci, Dr Yantimba. Alors, Général Issa Diawara, en quelques mots, quels enjeux? Il est impossible de restaurer les relations avec l'Occident en matière de sécurité. Selon vous, quelle est votre grille de lecture? Général Issa Diawara, vous avez la parole. Ok, merci madame. Les liens avec l'Occident, madame, c'est pas facile parce que l'Occident tient à l'hégémonie, à son hégémonie, je ne sais pas, un comportement de suprémaciste sur le reste du monde. C'est pourquoi dans ces conditions, il est difficile. N'oubliez pas que l'Occident, en prenant parti, en tout cas en prenant part entière du côté de l'Ukraine dans ce qui s'est passé, ce n'est pas l'Ukraine qui combat aujourd'hui la Russie, mais c'est bien sûr le bloc occidental. Le bloc occidental, c'est l'OTAN dans son ensemble qui est en train de combattre aujourd'hui la Russie. Donc n'oubliez, dans de telles conditions, bien sûr, l'Occident est aujourd'hui co-belligérant de la situation qui se passe au niveau, en tout cas, de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, dans de telles conditions, logiquement, je pense même le ministre Sergei Lavrov n'a pas besoin de le dire. Tout le monde comprend qu'aujourd'hui, il est très difficile de discuter, de parler de sécurité en Occident, tant que la Russie est vue comme un pays qui doit être agressé par l'ensemble du bloc occidental, tout simplement parce que selon eux, les Russes sont des Slaves un peu, en tout cas, d'arrière-plan, qui doivent être combattus, qui n'atteignent pas, en tout cas, l'Ukraine de l'Ouest et bien sûr l'Europe de l'Ouest en termes de noblesse, en termes de ce qu'on appelle de la race. Donc les Russes sont d'une race un peu inférieure dans leur entendement, dans leur compréhension, et donc il faut combattre les Russes ou il faut les affaiblir face à l'Occident. Maintenant, dans de telles conditions, est-ce la coopération sécuritaire, elle est facile? Je ne pense pas. Mais elle peut être facile si l'Occident, bien sûr, arrête son orgueil ou si, bien sûr, la Russie parvient à désarmer l'Occident dans son ensemble à partir de l'Ukraine. Et je pense que le monde entier a besoin d'un peu du temps pour que chacun connaisse un peu ses limites, pour qu'on ait peut-être un monde stable. Merci. Merci pour votre intervention, Général Issa Diawara. Monsieur Gamal Abina, sur le plan géostratégique, quels sont les enjeux pour l'Afrique au regard de cette sortie de la part du représentant, on va le dire ainsi, de la Russie, le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov? Les enjeux sont simples. Il y a un virage actuellement qui est en train de se négocier entre l'ancien monde ultra-libéral, néocolonialiste tenu par l'Occident, ce monde capitaliste qui a toujours vécu sur les richesses des pays du Sud, et ce nouveau monde qui est une nouvelle fracture du monde, en l'occurrence une nouvelle guerre froide, dans lequel
on n'est plus dans une opposition Est-Ouest de type communiste, anticommuniste, mais bien dans une opposition idéologique de type tiers-mondiste, puisque les Russes parlent de plus en plus de ces questions tiers-mondistes, et de pays qui ont subi le colonialisme et le néocolonialisme, et puis de l'autre côté, des pays qui sont sur le déclin, parce qu'il faut forcément que les puissances impériales déclinent, hein, comme toutes les puissances, on a un apogée, puis après on décline. Eh bien, cet apogée est derrière, le déclin est amorcé, ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, ça veut dire simplement que ces puissances, elles ne disparaîtront pas, mais elles vont être moins puissantes, tout simplement, comme tous les empires. Il suffit de voir les Grecs aujourd'hui pour se rendre compte que la Grèce existe, mais qu'elle n'est plus grand-chose. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'observer avec la Chine qui monte en puissance, qui en 2030 sera la première puissance économique mondiale, certainement la première puissance militaire et la première puissance spatiale avec l'État écolote et l'investissement de la Chine sur la Lune. Donc, l'Afrique doit négocier un virage. C'est un virage d'émancipation. Ils ont le choix aujourd'hui, ils n'avaient pas ce choix à l'époque. Un virage d'émancipation réelle et effectivement, ce discours de Lavrov qui est un discours avec une dimension, jamais oublié qu'il y a toujours une dimension un peu tiers-mondiste, puisque les Russes ont quand même soutenu les mouvements des coloniaux, s'inscrit dans une démarche de dire, vous avez le choix aujourd'hui. Choisissez soit l'assujettissement ou l'asservissement à l'Occident tel qu'il a duré pendant 60 ans, et tel qu'il a duré pendant 400 ans depuis que l'Occident est sorti de ses frontières en 1492, ou choisissez l'émancipation avec des partenaires qui ne vous traiteront pas aussi mal que l'ont fait les autres. Il faut toujours rester très mesuré. Quand vous prenez un partenaire, il y a toujours son intérêt qui se défend aussi. Mais l'intérêt dans l'histoire, c'est que le rapport de force a changé et que le fait de pouvoir choisir un partenaire et de pouvoir le prendre et éventuellement les conduire, on peut très bien dire qu'on ne travaille plus avec un partenaire, c'est une liberté que n'avait pas l'Afrique depuis longtemps. L'Asie en a bénéficié, on le sait aujourd'hui. Donc maintenant, il faut voir un changement de paradigme, un changement de rapport de force, un monde qui évolue dans la bonne direction, on espère, mais surtout cette idée selon laquelle il y a un déclin, effectivement, l'Occident l'observe, et en même temps un raffermissement de la puissance d'autres pays, c'est une logique. Ensuite, et c'est la chose la plus importante, l'Afrique est le seul continent qui est encore en retard sur le développement. Toutes les infrastructures sont à faire, le développement économique, le développement culturel, tous ces éléments doivent être constitués. Alors évidemment, on ne peut pas éternellement polluer la terre, mais il y a des possibilités de pouvoir développer des pays sans passer par la pollution. L'Afrique, c'est un pays le continent est un pays très ensoleillé, hein, donc ils ont de l'énergie à profusion, que ce soit par l'hydroélectrique ou par le solaire. Il faut profiter de ces opportunités pour faire de ce continent un continent sain, développé de façon respectueuse de l'environnement. Nous avons un continent qui est merveilleux, qui est beau, il faut le préserver tout en garantissant le bien-être des populations. On a 8 milliards d'habitants sur Terre, la Terre peut abriter 20 milliards d'habitants pour la nourrir, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir le faire intelligemment, parce qu'il y a beaucoup de zones désertiques qui doivent être verdies. C'est ce que voulait faire Kadhafi sur des airs, et surtout parce que l'intelligence des hommes, c'est de respecter l'environnement dans lequel il vit et non pas de scier la branche sur laquelle il est assis. Et c'est bien de rappeler qu'on ne va pas se mettre sur Mars, qui est une planète cauchemardesque, absolument invivable, pour fuir notre Terre. La Terre est la seule réalité vivable dans au moins dans ce système solaire. Donc on ne peut pas fuir la Terre au profit de voyages fantasmés à destination de Mars ou je ne sais où. Voilà, donc simplement, il y a un changement de paradigme, le monde change et les Russes le rappellent régulièrement parce qu'ils ont besoin évidemment aussi d'avoir des alliés en Afrique. Merci, Monsieur Gamal Amina, pour votre intervention. Monsieur Hamzat, quels enjeux sur le plan géopolitique pour l'Afrique? Monsieur Suleiman Hamzat, vous avez la parole. Activez votre micro, Monsieur Hamzat. Activez votre micro. J'ai rien touché depuis. J'espère que la régie met en scène sur le plateau. Nous vous recevons à présent. Merci, Madame Céleste. Écoutez, ce que je voudrais dire à travers les propos du ministre Lavrov, c'est une répétition, puisqu'au sommet de la rencontre avec le président égyptien, il avait demandé à tous les États africains qui souhaiteraient voir former dans la Fédération de Russie leur armée, leurs ingénieurs ponts et chaussées et autres, de ne pas hésiter, que la Russie était ouverte, n'est-ce pas, et prête à leur apporter ce type de développement. Mais d'autre part, c'est un signal qui est lancé, n'est-ce pas, à la jeunesse patriotique. Je ne dirais pas panafricaine, mais d'abord patriotique. Celle-là qui souhaiterait voir une Afrique totalement libérée du CFA et des affres de la France-Afrique et autres,
et partant avoir comme allié la Fédération de Russie, n'est-ce pas, qui ne demande que ça, qui ne demande que cela. D'autre part, il y a des exemples palpables sur le terrain, n'est-ce pas, en matière de lutte contre le terrorisme. Vous voyez bien la RCA qui a reconquis à 90%, presque 95%, n'est-ce pas, l'entièreté de son territoire. Le Mali, n'en parlons même plus, ils ont tous disparu de là-bas. Mais tout ça aussi, c'est du fait de la multiplication des partenariats, et plus particulièrement avec la Fédération de Russie. Donc, ma foi, je pense que le ministre Lavrov nous lance un message, nous demande, n'est-ce pas, d'une part, de redoubler d'ardeur, mais surtout d'être attentif, parce que ce dont ils sont victimes aujourd'hui, quelque part, à travers ces bombardements-là qui ont eu lieu il y a des années et qui ont conduit aux accords de Minsk, ceux du Donbass et de Donetsk, ce sont les mêmes rhétoriques qui se sont, n'est-ce pas, présentées au niveau de la Libye, où on a vu aujourd'hui ce que la Libye est devenue. Ils ont voulu enfreindre au Mali, le plonger, n'est-ce pas, dans une boue qui n'en renaisse pas, mais le Mali, avec ses dirigeants, ont su très rapidement prendre les décisions politiques qu'il fallait, économiques ensuite, et surtout le choix idéologique auquel nous invite le président Lavrov et le ministre Lavrov, qui consiste à nous dire, écoutez, réveillez-vous, vous pouvez, parce qu'en avance, vous les Africains, c'est vous qui détenez toutes les premières matières, en tout cas en quantité suffisante sur cette planète. Dieu vous a fait un don, servez-vous-en, nous serons à vos côtés, si tel est que vous avez besoin de notre appui, ou aller vers, n'est-ce pas, sans aucun diktat, évidemment, ou aller vers les objectifs que vous vous êtes fixés, si tant est que ces objectifs-là visent à satisfaire ne serait-ce que la sécurité des hommes, des biens et des personnes, et les cinq besoins fondamentaux que nous réclamons de vive voix. Je suis en phase avec la déclaration de Lavrov et invite, partant, toute la société civile, les politiques, les artisans, les ouvriers, tout ce qu'il y a de composantes, n'est-ce pas, de la nation, à aller vers une étude minutieuse, entre les lignes. Pas lire comme si on lisait un roman, je ne sais pas, de classe, mais lire entre les lignes et analyser de manière géopolitique quelle est la portée de ce message, quelle est la portée de ce discours. Pour notre part, nous sommes prêts et ceux qui sont prêts, c'est ceux qui sont sur le terrain. Le Mali nous donne la preuve. Nous sommes avec les Maliens et nous nous offusquons contre les sanctions de la CEDEAO. Revenons en arrière pour dire niet à la CEDEAO sur toute sanction qui pourrait être prise contre le Mali. Enfin, je finirai en un certain coup de gueule. Vous voyez, lors de la Coupe du Monde au Qatar, là, il y a un journaliste, je crois camerounais, qui demandait au Qatari, je crois à un député, il disait, mais comment vous faites, comment êtes-vous arrivé à ce niveau de développement? Il a répondu, le leadership. Il vous faut des leaders charismatiques, qui ont une feuille de route déterminante et qui sont en adéquation avec le peuple. C'est ce que fait le peuple qatari et ça apporte le bonheur que nous avons aujourd'hui au niveau du Qatar. Plaise à Dieu que cela se transforme au niveau de nos États et surtout à ceux qui pensent qu'ils vont créer des forces anti-putsch ou anti-terroristes qui continuent de manger leur gâteau. De notre côté, nous avançons. Merci pour votre participation ce soir. Monsieur Souleymane Hamzat, Monsieur Batengene, je clôture ce programme avec vous. Le ministre Sergueï Lavrov a évoqué le conflit ukrainien et en indiquant que les États-Unis et l'OTAN participent directement dans ce conflit. Il a pointé donc du doigt l'inondation d'armes occidentales sur le territoire ukrainien. Je cite, pour tuer des Russes. Fin de citation. Il a également mentionné le fait qu'en plus de cette fourniture d'armes par les États-Unis et l'OTAN à l'endroit de l'Ukraine, il y a la formation de militaires ukrainiens sur le territoire des États-Unis, le territoire de la Grande-Bretagne, le territoire de l'Allemagne et bien d'autres pays. Et en plus de cette formation, le renseignement occidental au profit des forces ukrainiennes.
On a vu... Comment comprendre? Non, les États-Unis sont dans une guerre de procuration. Les États-Unis sont le véritable adversaire de la Russie en Ukraine. On sait que l'OTAN, qui est la bannière qu'affichent les États-Unis dans les guerres, dans ces guerres dans le monde, est engagé militairement en Ukraine. Ils ont des hommes qui sont, disent-ils, des instructeurs. Il y a une photo qui a filtré la semaine dernière des forces spéciales polonaises qui sont sur le territoire ukrainien. Ils y sont avec les forces spéciales allemandes, les forces spéciales britanniques qui sont le dernier rempart autour de Zelensky. C'est les Britanniques, les SAS britanniques. Vous avez les Navy Seals, une brigade. Vous avez 12 hommes qui ont été filmés, ils se sont battus à Mariupol. Ils appartenaient aux Navy Seals, des soldats encore en exercice. Donc, l'OTAN affronte la Russie. Aujourd'hui, quand Lavrov dit qu'il est impossible de restaurer les relations avec l'Occident en matière de sécurité, c'est beaucoup plus profond. Vous savez, il y a certaines informations satellitaires qu'utilisent les services spéciaux états-uniens qui étaient fournis par la Russie. La Russie est en train de couper ces informations. La Russie dit désormais qu'elle ne partage plus ces informations stratégiques avec ses satellites. Les gens ne le savent peut-être pas, mais les Russes couvraient certaines zones stratégiques dans le monde et apparemment, il n'y avait que leurs satellites qui avaient la capacité de filmer certains éléments. Les Russes sont pour beaucoup dans la fabrication des armes, surtout les composantes concernant les missiles, que ce soit en Occident, en Europe ou aux États-Unis. Les Russes ont décidé de ne pas livrer ces composantes, ce qui fait que l'on affirme que ça peut engager un retard de 10 ans pour reproduire ces armes-là. Donc, c'est tout ça que Lavrov est en train de donner comme information. Et on sait que le chef du renseignement extérieur russe a discuté avec le patron de la CIA et ils se sont accordés sur un ensemble d'éléments parce que la Russie voulait également limiter au niveau du renseignement son partage d'informations. Mais là, il y a eu des passerelles, ça s'est négocié au niveau de l'Indonésie pendant le sommet du G20. Donc la Russie est en train de restreindre, à contrario que fait la Russie. Depuis le début du mois d'octobre, on parle de près de 120 rotations d'Antonov 124, les fameux gros porteurs de l'armée russe qui transportent le matériel militaire entre la Chine et la Russie. Donc, il y a une intensification de l'activité militaire, de la coopération militaire entre la Russie et la Chine. Et on sait que d'un côté, on a un bloc qui commence à se structurer et qui commence à être lui-même assez pertinent du point de vue que ce soit démographique, économique ou bien militaire. C'est le bloc composé par les BRICS. Et là-bas, la Chine et la Russie jouent un rôle pilier. Et de l'autre côté, vous avez l'ancien bloc hégémonique, c'est le bloc de l'OTAN et des puissances moyennes, des nains comme la jeune française ou des puissances moyennes comme l'Angleterre, qui, elles, sont en train de penser à redéployer leur hégémonie. Et tout à l'heure, notre frère Hamzat a parlé de cette géopolitique autour de l'Afrique. On veut interdire aux Africains de coopérer avec la Russie. Par exemple, on a dit, Mme Nolan dit au président Traoré de ne pas coopérer avec la Russie, chose qui finalement n'est pas respectée parce que le président Traoré, de plus en plus, il est en train de se rapprocher de la Russie. On a voulu sanctionner tous les pays qui étaient proches de la Russie, qui ont signé des accords de défense avec la Russie. On a même bloqué un navire au niveau du port de Douala pour qu'il n'amarre pas. Finalement, il a amarré et aujourd'hui, la chose est réglée. Donc, les États-Unis perdent de pied. Malgré leur velléité de contrôler la coopération sécuritaire des pays africains avec la Russie, il y a une avancée considérable et notoire qui est aujourd'hui visible. Il faut noter que déjà 18 pays africains sur 54 ont signé des accords de coopération militaire avec la Russie. C'est important. Et vous avez les pays majeurs comme l'Algérie qui sont en train de signer des contrats stratégiques avec la Russie qui vont faire de ces pays des références mondiales, si ce n'est des puissances tout à fait pertinentes au niveau mondial.
Et vous avez des pays en Afrique centrale comme le Cameroun qui a un accord et qui a des cuvées. On parle de 8 cuvées en formation aujourd'hui en Russie. Ces cuvées d'officiers-là qui vont revenir, ça va nécessiter une adaptation avec du matériel russe. Donc, il y aura une montée en puissance également des armées comme celle du Cameroun. La coopération avec la Russie, même parmi les pays qui coopèrent très âprement avec Washington et avec Paris, comme par exemple le Tchad, ils ont décidé de signer des accords de coopération avec la Russie. Donc, c'est la Russie qui ne fait que gagner du terrain. Seulement, les lignes de fracture commencent à se renforcer à cause de l'Ukraine entre les deux puissances. C'est un discours qui touche beaucoup plus la question de la Russie et des États-Unis. Ce n'est pas un dossier qu'il faudrait totalement élargir aux autres nations. C'est beaucoup plus entre les deux pays. Il y a des composantes que la Russie désormais a décidé de ne plus vendre. Et dans la construction de plusieurs armes de dernière génération, la Russie a du matériel qu'elle fournit à l'ensemble des producteurs dans le monde. Et la Russie a décidé de ne plus les fournir aux pays hostiles. C'est effectivement de ça que M. Lavrov voulait parler. Et c'est ici, chers téléspectateurs, que nous mettons la clé sur le paillasson. Merci infiniment pour votre extrême fidélité. Merci, Dr Yantimba, pour votre participation ce soir. Vous êtes analyste politique. Merci également, M. Batengene, vous êtes sociopolitiste. Merci infiniment d'être toujours là. M. Gamalabina, internationaliste. Merci pour votre participation ce soir. Général Issa Diawara, on ne l'oublie pas, analyste politique panafricaniste. Merci infiniment d'être, voilà, de toujours répondre présent sur Afrique Média. Monsieur Suleiman Hamzat, spécialiste des questions sécuritaires. Merci infiniment pour votre disponibilité. Sans oublier Monsieur Ngouti Béanzé qui, après sa première intervention, on a eu des soucis techniques, des soucis de liaison avec lui. Du coup, on n'a pas eu l'occasion d'avoir encore d'autres analyses ou encore d'autres décryptages de sa part venant de lui. Il est le président de la Ligue africaine de défense noire. Merci infiniment, chers internautes, pour votre participation sur nos différentes plateformes. Sur Afrique Média, le combat continue. Libération totale de l'Afrique, éveil considérable des consciences. À très vite pour un autre rendez-vous du savoir. Au revoir. Afrique Média. Le monde, c'est nous.